Bien, je crois que nous pouvons commencer et continuer ce cheminement en compagnie de Cervantes et de Shakespeare, et un moment où ce que je voulais montrer était si la pièce Cardenio a effectivement été jouée en 1613, a été enregistrée devant la corporation, la communauté des libraires et imprimeurs en 1653, quelles sont les raisons que l'on peut évoquer pour expliquer qu'elle n'a pas été publiée ni après sa représentation, ni une fois que le libraire Mosley avait acquis un writing copy, un droit de propriété sur un texte que normalement il a dû déposer sous la forme d'un manuscrit devant ses confrères de la Stationers' Company, des libraires et imprimeurs de Londres. Et du coup, j'étais amené à suivre à partir de la semaine dernière les différentes vies des textes shakespeariens, des œuvres de Shakespeare, et comprendre à chaque fois, au moins à titre d'hypothèse, pourquoi dans aucune de ces vies, The History of Cardenio s'est trouvé imprimé. Et vous vous souvenez que j'avais pu analyser 2 des 7 vies du texte shakespearien. La première, la publication des pièces sous le format in quarto, qui était le format normal de publication des textes de théâtre, des pamphlets, des brochures non reliées qui sont formées par une série de cahiers. Et je rappelle qu'un format in quarto est le fait qu'une feuille d'imprimerie est pliée 2 fois, ce qui fait que chacun des cahiers est composé de 4 feuillets ou de 8 pages. Et c'est sous cette forme-là qu'ont été publiées aussi bien d'ailleurs les pièces du théâtre élisabétain que les comédias dans l'Espagne du siècle d'or. Et là, la réponse à la question était que la plupart des pièces n'ont jamais été publiées sous cette forme et sous aucune autre forme, ce qui faisait donc du sort de The History of Cardenio quelque chose d'ordinaire ou de banal dans un monde où on représente plus de pièces que l'on en publie, et dans un monde où même Shakespeare, pourtant, on va le voir, assez fameux à partir de 1598, n'était pas nécessairement imprimé après les représentations des pièces, puisqu'en 1623, lorsque seront rassemblées 36 de ces comédies, histoires et tragédies, la moitié n'avait jamais été publiée sous le format quarto auparavant. La deuxième forme des vies du texte shakespearien était à l'intérieur des bibliothèques la présence de quarto, lorsque l'autre moitié des pièces ayant été publiées, ils existaient, à l'intérieur de miscellanies, c'est-à-dire de recueils qu'un lecteur construisait ou demandait à un relieur de construire pour lui, qui rassemblait un certain nombre de textes, dans ce cas-là, des miscellanées qui rassemblaient des pièces de théâtre, mais comme on l'a vu, où la catégorie de genre était plus importante que la catégorie d'auteur, puisque dans ce cas-là, Shakespeare, dans ses collections, tant elles ont survécu, soit sous forme de livres conservés, soit sous forme d'inventaires de titres rassemblés dans un même livre, lui-même disparu, Shakespeare n'était jamais relié avec lui-même, mais même lorsqu'il y avait plus de pièces de Shakespeare que d'autres, néanmoins c'était la forme du miscellané qui l'emportait, c'est-à-dire que la fonction auteur, pour parler comme Foucault, était tout à fait seconde par rapport à la catégorie de genre. J'en étais venu à un troisième mode d'existence des textes shakespeariens, c'est-à-dire le contraire de cette reliure avec d'autres, mais au contraire la fragmentation, la dissémination du texte sous la forme d'anthologies d'extraits, ce qui, dans la technique de lecture et d'écriture des XVIe et XVIIe siècles, correspond à ce que l'on peut désigner comme les lieux communs, et je pense que j'en étais arrivé jusque-là, c'est-à-dire le fait qu'utilisant très souvent la métaphore de l'abeille qui va chercher du pollen sur les différentes fleurs et les rapporte dans la ruche pour les transformer en miel. Cette technique des lieux communs consiste donc à extraire, lorsqu'on lit
donner des annotations marginales, thématiques, de l'extrait, de la sentence, de la phrase, du passage qui doit être conservé, de le copier dans un recueil de lieux communs, un cahier manuscrit de lieux communs, sous des rubriques qui redistribuent donc les textes non plus dans leur séquence narrative ou démonstrative, mais à l'intérieur d'une série de rubriques qui sont donc ainsi préparées pour le lecteur qui, transformé en auteur, pourra puiser ce qui est rendu nécessaire par l'idéal rhétorique de la Renaissance, c'est-à-dire l'abondance des choses et des mots, copia verborum acrerum. Et donc il faut nourrir son discours, et une des nourritures la plus immédiate, c'est ce que l'on trouve comme exemple, sentence, fait dans les recueils de lieux communs. Cette technique avait donc pu inspirer aussi aux éditeurs, imprimeurs de se substituer au travail normalement demandé au lecteur et de proposer des recueils, des anthologies de lieux communs imprimés, donc déjà préparés, ce qui donnait un instrument pour nourrir la copia verborum acrorum rerum ready-made, déjà prêt. Et l'intéressant est qu'à partir de la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, en Angleterre, on voit apparaître ces anthologies de commonplaces, de loci communes, de lieux communs, non seulement comme en était la tradition pour donner des extraits des grands textes classiques des auteurs grecs ou latins, ou bien dans un autre registre théologique et pastoral des auteurs de la tradition chrétienne, mais des textes aussi, des extraits de textes d'auteurs contemporains, que ce soit des poètes ou des dramaturges, voire même des historiens. C'est-à-dire l'introduction dans ce genre de la langue vernaculaire, de la langue vulgaire, de l'anglais. Pour l'histoire que j'essaye de suivre aujourd'hui, 3 de ces recueils sont essentiels pour comprendre comment très tôt les œuvres de Shakespeare, celles qui avaient été par lui écrites avant ces dates, sont devenues des textes dans lesquels on pouvait extraire, puiser des lieux communs, réorganiser dans les rubriques thématiques du livre. Le premier de ces recueils est important non pas parce qu'il donne des extraits des pièces de Shakespeare, mais parce qu'il est une des premières attestations sur une forme de visibilité, de réputation de Shakespeare. C'est en 1598 le livre de Francis Meres, M-E-R-E-S, qui s'appelle Palladis Tamia, The Wit's Treasury, le trésor des bons esprits, et la seconde partie, puisqu'une première partie avait été publiée préalablement. Dans ce livre de Francis Meres, Palladis Tamia, on ne trouve pas, comme je le disais, d'extraits des œuvres de Shakespeare, mais on trouve des extraits d'autres poètes du temps ou d'autres dramaturges du temps. Mais ce que l'on trouve dans cette seconde partie de 1588, la première est datée de l'année précédente, c'est une louange de Shakespeare dans un genre que Meres développe et qui est la comparaison entre les poètes anglais du temps et les poètes, comme dit le titre, grecs, latins et italiens. Et c'est dans ce genre du comparative discourse qui apparaît en 1598, que l'on rencontre, au milieu de beaucoup d'autres, les premiers parallèles qui mettent en évidence l'importance de Shakespeare. Il n'est pas utilisé comme autorité dans les recueils de lieux communs. Il n'y a aucun extrait de ces pièces. 1598 est une date très précoce d'ailleurs pour la plupart des pièces. Mais il est mis en parallèle dans un développement très souvent cité, mais quelquefois d'une manière incomplète. L'idée est toujours de partir d'un auteur ancien et de dire qui serait, dans l'Angleterre du temps, l'équivalent de cet auteur ancien.
Et donc, Mears, dans ce passage, commence en disant que l'âme de Forbes, on a pensé que son âme avait survécu dans l'œuvre de Pythagoras. Et il ajoute, ainsi l'âme si douce et subtile, sweet, witty soul, d'Ovide, vit dans le mellifluous and honey-tongued Shakespeare, dans le Shakespeare melliflu et à la langue de miel. Et on retrouverait là finalement la référence à la métaphore dont je parlais la fois dernière, citant Ronsard ou Montaigne, c'est-à-dire le miel, l'œuvre considérée comme miel parce qu'elle est aussi le résultat de ce travail des abeilles qui vont butiner de fleur en fleur pour en extraire ce qui en est le plus précieux. Et la preuve, dit le texte, pour ce Shakespeare à la langue de miel et au style si aisé, à preuve sont Vénus et Adonis, sa Lucrèce, et les sugared, sucrés, les sonnets sucrés parmi ses amis privés, private friends. C'est donc l'allusion d'une part aux deux poèmes qui ont fait la première réputation de Shakespeare, le Viol de Lucrèce et Vénus et Adonis, 1593-94, les deux poèmes dédiés au camp de Southampton, et cette allusion aux sonnets, intéressante, puisque en 1598, les sonnets n'ont pas été publiés. Ils sont publiés en 1609, et l'allusion, les sonnets among his private friends, c'est-à-dire une allusion à une forme normale de circulation de la poésie, qui est la circulation manuscrite, dans le cercle plus étroit, plus restreint des amis de l'auteur ou de ceux qui participent de la même sociabilité lettrée. Donc Shakespeare le poète, comparé à Ovide. Et ensuite, Francis Mears en vient à la comparaison pour le théâtre, et il cite les deux meilleurs parmi les latins pour la comédie Plaute, pour la tragédie Sénèque, et Shakespeare est ainsi parmi nous Anglais le meilleur, the most excellent, le meilleur dans les deux genres pour la scène. Et il donne des preuves. Witness en témoigne. Du côté des comédies, les Gentlemen of Verona, les deux gentilshommes de Vérone, His Error, la comédie des erreurs, Love's Labour Lost, peine d'amour perdue, Love's Labour Won, peine d'amour gagnée, et le Midsummer Night Dream, le songe d'une nuit d'été. Et le commentaire, évidemment, s'est attaché à cette mention d'une pièce dont on n'a aucune autre, on a une autre trace, qui serait peine d'amour gagnée ou regagnée, qui serait comme un pendant de peine d'amour perdue, puisque peine d'amour perdue se termine lorsque les princesses sont rappelées à la cour de France par la mort du roi, et donc l'intrigue amoureuse entre le roi de Navarre et ses gentilshommes et les princesses françaises reste en suspens. Et donc il est évidemment plausible qu'une pièce ait achevé l'intrigue en la faisant retourner à la félicité des unions. Et il y a de mention de peine d'amour gagnée, Love's Labours Won, seulement dans ce texte de Mears et dans une liste d'un libraire du début du XVIIe siècle. Et on voit bien la différence. Il s'agirait donc d'une pièce perdue de Shakespeare, mais à la différence du History of Cardenio, elle n'a mobilisé aucune grande énergie et personne n'a écrit peine d'amour gagnée, alors que le Cardenio est un mystère tenace dans la bibliographie shakespearienne qui a entraîné à la fois le type d'études que j'ai utilisées ou parfois menées et présentées dans les séances précédentes et d'autre part une grande actualité dans le présent lorsque des auteurs des metteurs en scène ont voulu représenter la pièce perdue, lorsque des romanciers s'en sont emparés de cette intrigue pour une sorte de literary detective novel, un roman policier littéraire, ou lorsque des Shakespeariens ont
écrit d'une manière ou d'une autre La pièce perdue, aussi bien Stephen Greenblatt que Gary Taylor. Peine d'amour gagné n'a pas suscité le même intérêt, peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas de texte témoin qui serait comme relique de cette pièce perdue, et comme on l'a vu, le texte de Lewis Theobald de 1728. Et pour les tragédies, Mears énonce le Richard II, Richard III, Henri IV, le roi Jean, Titus Andronicus et Roméo et Juliette. Et donc on a en 1598 ce premier répertoire canonique d'un Shakespeare comparé avec Plaute et Sénèque, 6 comédies et 6 tragédies. Et il termine en disant qu'un auteur ancien a dit que si les muses parlaient, qu'elles parleraient la langue de Plaute, si elles parlaient latin. Et je dis, Francis Mears, que les muses parleraient dans la langue de Shakespeare si elles parlaient anglais. Donc on a là un premier témoignage qui se lie avec la technique des commonplaces, des lieux communs, même si les œuvres de Shakespeare ne sont pas utilisées dans l'anthologie d'extraits. Mais elles apparaissent dans cette seconde partie lorsque comparaisons sont établies entre des auteurs contemporains qui écrivent en anglais et les auteurs de l'Antiquité, en particulier les latins. Mais ensuite, nous rencontrons 2 anthologies de lieux communs qui vont utiliser les pièces ou les poèmes de Shakespeare pour en faire des extraits. La première, et ils sont tous les deux, ces anthologies, de la même date, ce qui prouve l'importance du genre. Le premier, publié par Anthony Munday, qui était par ailleurs un dramaturge, s'appuie sur des cahiers manuscrits de lieux communs d'un riche marchand de Londres qui avait cette passion ou cette activité, qui s'appelle John Bodenham. Et le livre s'appelle Belvedere ou Le Jardin des Muses, Belvedere or the Garden of the Muses. Et il est imprimé par Nicholas Ling. Il s'agit là, dans ce recueil, de brèves citations, 1 ou 2 vers, citations qui sont anonymes parce que la liste des auteurs cités est donnée au début du livre, mais on ne rapporte pas les extraits cités avec tel ou tel nom propre. C'est donc un travail très érudit qui a été fait au début du XXe siècle, je crois, oui, par Charles Crawford, qui a identifié méticuleusement dans le recueil du Belvédère ce qui était des citations des œuvres de Shakespeare. Travail d'autant plus remarquable qu'il ne pouvait pas disposer de bases de données électroniques qui rendraient ce travail évidemment plus aisé. Crawford avait repéré 214 citations de Shakespeare, 89 viennent des pièces et 91 de Viol de Lucrèce, 34 de Vénus et Adonis, ce qui fait donc que sur les 214 citations, 125 sont tirés des poèmes de Shakespeare et non de ces pièces qui sont minoritaires comme source pour la production ou l'extraction de lieux communs. Et dans ce premier livre, on a rangé sous des rubriques ou des topiques du plaisir, de la mort, du chagrin, les extraits qui ont été puisés dans ces différents auteurs, cités au commencement, mais extraits restent dans un statut d'anonymat ou d'universel. Le deuxième recueil, qui est publié la même année, toujours en 1600, a pour auteur Robert Hallott, A2LO2T, et il a pour titre England's Parnassus, le Parnasse anglais, ou les fleurs les mieux choisies de nos poètes modernes.
on reste toujours devant cette référence, cet horizon de métaphores qui sont soit la métaphore liée à l'abeille et au miel, soit les métaphores, mais qui peuvent aller de pair, qui sont liées aux fleurs dont il faut extraire le plus précieux. Et on voit que le même genre peut avoir des formes différentes, puisqu'ici, les citations sont plus longues, 7, 8 vers, et que d'autre part, elles sont toutes attribuées à un auteur dont le nom suit la citation, avec d'ailleurs beaucoup d'erreurs, comme il a pu être montré, mais néanmoins, il y a là une idée que le lieu commun a un double auteur. Il a l'auteur de l'extrait, qui est le poète ou le dramaturge duquel ont été tirés ces vers, et il y a l'auteur de l'anthologie des lieux communs, qui est Robert Hallott. Dans ce second livre, il y a 95 citations de Shakespeare, 30 des pièces, et la dominante étant Roméo et Juliette, avec 13 citations, 39 du viol de Lucrèce, 26 de Vénus et Adonis. On retrouverait quasi la même proportion des 2/3 de citations extraites des poèmes, puisque 65 citations sont poétiques sur les 95 qui sont tirées des œuvres de Shakespeare. On voit donc qu'il y a là plusieurs conclusions qu'on peut tirer de ce Shakespeare disséminé et disséminé très tôt, 1600. La première, c'est évidemment que jusqu'à ce moment-là, que la figure de Shakespeare reste liée à la figure du poète, et en particulier ses deux premiers grands poèmes, Adonis et Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce. Ensuite, évidemment, le basculement pourra se faire puisque le seul recueil poétique véritable, celui des sonnets de 1609, alors que se multiplient évidemment les pièces de théâtre. La deuxième remarque qui peut être intéressante, c'est le fait que même lorsque les citations sont attribuées, elles ne sont pas attribuées pour souligner l'originalité d'un auteur. Elles sont attribuées pour montrer que cet auteur, avec d'autres, ont contribué à la production de vérités universelles, d'une sagesse générale, et que donc ce qui est là énoncé, même si c'est quelqu'un qui l'a énoncé, et avec peut-être plus de grâce ou plus d'acuité, néanmoins, ce qui est là énoncé appartient à tous et est un répertoire commun parce que, je le disais, évidemment, certains des lieux communs sont des attestations de faits, d'autres sont des modèles rhétoriques, mais la définition la plus forte, la plus pure du lieu commun, c'est la vérité universelle, la sentence qui vaut pour tous les temps et pour tous les lieux. Et on a pu montrer que cette manière de traiter les textes s'éloignait de l'idée de l'appropriation individuelle du texte qui renforce ou qui se focalise sur le génie singulier d'un auteur, et au contraire non pas dans ce domaine de la propriété, mais comme le dit une collègue anglaise, Margherita de Grazia, de la appropriabilité. Tout le monde peut s'approprier ce qui est un bien commun parce que c'est un énoncé qui a valeur universelle. Et la conséquence de cela pourrait être comprise comme ou traduite par la transformation du sens d'un signe de ponctuation. Parce qu'on pourra y revenir, la conséquence de cette idée que l'on doit lire ou peut lire les textes pour extraire des lieux communs a eu une traduction graphique, c'est-à-dire le fait que dans certaines éditions de poèmes ou de pièces, le libraire imprimeur ou l'éditeur du texte voulait faciliter
le travail de repérage du lecteur et indiquer déjà dans l'édition imprimée quels étaient les vers qui avaient ce statut de lieu commun. C'était un autre support typographique à la technique. Le premier, c'est de faire des recueils qui vont évidemment se substituer aux cahiers manuscrits que devrait construire le lecteur. Et le second, c'est d'aider, même si ce lecteur va copier dans un cahier manuscrit des lieux communs, de l'aider à leur repérage par une indication dans le texte imprimé lui-même. Et dans les textes anglais de la fin XVIe, début du XVIIe siècle, le marquage de ces sententiae, de ces sentences universelles, a la forme des inverted commas, c'est-à-dire des guillemets qui sont mis au début du vers, et d'ailleurs qui ne sont pas terminés, ou pas fermés, puisque c'est la suite de ces commas, de ces sortes de virgules inversées, ou de ces guillemets qui ouvrent la ligne mais qui ne se ferment pas, qui indiquent au lecteur, visuellement, typographiquement, où sont les lieux communs dont il doit faire profit, en les mémorisant ou en les copiant. Et on peut suivre l'histoire de cette présence des virgules inversées ou pour nous en français des guillemets ouverts mais pas fermés dans l'histoire de la typographie ou de l'édition des pièces et des poèmes. Avant 1600, on voit que cette pratique existe, mais soit pour des pièces que l'on appelle pièces d'amateurs, c'est-à-dire des pièces qui circulent uniquement peut-être dans des représentations privées, dans des cercles aristocratiques, ou ce que l'on désigne comme closet plays, c'est-à-dire des pièces qui sont faites pour être lues et pas nécessairement pour être jouées. Et le modèle était un modèle français, avec les éditions de certaines des pièces de Robert Garnier, à la fin du XVIe siècle, et qui d'ailleurs est traduit en anglais, et c'est dans les éditions traduites ou l'édition des traductions de Garnier qu'on trouverait aussi ces guillemets non fermés, et était indiqué par l'édition les lieux communs. On a un exemple, et d'ailleurs qui a été très bien suivi dans l'édition moderne des Juives de Robert Garnier, puisque Michel Jeanneret, professeur à Genève, qui est responsable de cette édition, a eu l'excellente idée de garder, sous la forme de guillemets inversés, au début des lignes, l'indication qui existait dans l'édition de 1585 de cette pièce, Les Juives, et où on voit que non seulement il y a l'indication des vers qui font lieu commun, mais aussi quelquefois qu'à la fin du dernier vers de cette série qui fait lieu commun est indiquée plus ou moins la rubrique sous laquelle pourrait être rangé ou devrait être rangé ce lieu commun, par exemple idolâtrie, inconstance de la fortune. Très souvent, dans l'écriture, il y a rétrospectivement l'indication de la thématique et qui est le dernier mot de la séquence de vers qui sont indiqués au lecteur par ces guillemets ouverts mais non fermés. On avait donc là une pratique qui ensuite, après 1600 en Angleterre, s'est emparée, y compris des pièces qui n'étaient ni des pièces faites pour la lecture, ni des pièces pour une circulation restreinte, mais les pièces du théâtre public, les pièces jouées dans les public amphitheaters, et en particulier les pièces de Shakespeare. On voit qu'il y a entre 1600 et 1613 48 éditions de pièces de théâtre qui ont ce système en anglais de inverted commas, de virgules mises à l'envers au début des vers et qui indiquent les lieux communs. Et les
pièces de Shakespeare n'en sont pas exemptes, au contraire, et on a pu montrer comment, dans les deux premiers quartos d'Hamlet, 1603, 1604, 5, il y a l'utilisation par les éditeurs et les imprimeurs, en particulier Nicolas Sling, de ce système pour indiquer au lecteur où il trouve les lieux communs. Les conséquences sur la lecture du texte sont importante, puisqu'on voit là qu'on a une opération de décontextualisation. Indiquer le lieu commun, c'est à la fois séparer l'énoncé du personnage qui énonce, puisque dans les recueils, on peut dire quel est l'auteur, mais on ne réfère pas au personnage, l'énoncé. Et c'est, d'autre part, séparer l'énoncé de l'intrigue, du moment où est prononcée cette phrase. C'est donc une portée à l'universel avec un double effacement. L'effacement de l'histoire, l'effacement du personnage qui est là opéré. Et c'est par exemple pourquoi on trouve dans le premier quarto d'Hamlet et même dans le second, même si le personnage a changé de nom, le fait que ce qui fait lieu commun, c'est les conseils que donne Polonius à Laërte au moment où il va partir en France, qui n'a pas un intérêt particulier, qui n'est pas non plus d'une densité, mais comme ce sont des avis généraux, des conseils qui peuvent s'appliquer à tout moment, à tout voyageur, à toute situation, ils deviennent marqués comme des lieux communs. Ce qui fait aussi que la technique, avec ses conséquences typographiques, anthologie de lieux communs, Belvedere, England's Parnassus, ou marquage des sentences dans les éditions imprimées elles-mêmes, a pu devenir l'objet de railleries ou de moqueries. En particulier, il y a toute une série de pièces écrites et jouées par les étudiants de Cambridge qui se moquent de ces recueils, considérant à la fois qu'ils peuvent corrompre les sentences universelles et d'autre part qu'ils peuvent être disponibles pour les ignorants. Et on voit là le problème complexe que pose cette question de l'originalité au XVIe, XVIIe siècle à l'intérieur d'un modèle rhétorique ou esthétique qui suppose l'invention dans l'imitation. Ce qui est reproché par ces pièces qui mettent en scène de manière ridicule les recueils des lieux communs, ce n'est pas l'existence des lieux communs, puisque pour les étudiants de Cambridge aussi, et peut-être même plus encore que pour d'autres, c'est un devoir que de construire ces cahiers de lieux communs qui rassemblent les sentences qui seront ensuite utilisées dans leur propre discours. Ce qui est mis en cause, c'est le fait que, donnant cela sous une forme immédiatement imprimée, cela peut conduire à des imitations sans invention, c'est-à-dire à une sorte de banalisation, de vulgarisation de la technique intellectuelle. Mais on voit qu'on est devant une troisième vie du texte shakespearien, c'est-à-dire le fait que très tôt, dès 1600, Shakespeare est démembré, disséminé sous des formes d'extraits à l'intérieur d'anthologies, d'extraits. La quatrième vie du texte shakespearien qui est une vie non accomplie, c'est-à-dire la première tentative pour relier Shakespeare non plus avec d'autres dramaturges et parfois d'autres poètes, comme on l'a vu dans la deuxième vie, c'est-à-dire lorsque des quartos de Shakespeare entrent dans des miscellanées construits par et pour un lecteur, mais lorsque naît l'idée d'un rassemblement des œuvres de Shakespeare dans une même édition, et seulement des œuvres de Shakespeare dans les volumes, ou le volume de cette édition. Et là, il y a une première tentative en 1619 par
libraire imprimeur qui est Pavir, Thomas Pavir, P-A-V-I-E-R, et qui entreprend, on pourrait dire, des œuvres de Shakespeare, un projet dont le premier volume, si tant est qu'on puisse penser que c'était le premier d'une série, rassemblait 10 pièces de ou attribuées à Shakespeare, relire ensemble. C'est-à-dire qu'ici, l'auteur se trouve non plus disséminé, mais relié avec lui-même. L'œuvre et le nom formant unité dans le livre. L'imprimeur de ces, sous forme quarto, de cette première tentative de Thomas Pavir était William Jaggard. Et on a la trace de cette entreprise qui finalement avorte parce qu'en 1619, la troupe de Shakespeare, les Kingsmen, les hommes du roi, les comédiens du roi, s'opposent à cette publication, considérant qu'elle est faite aux dépens de leur propriété sur les pièces. Et ils portent le cas devant le Lord Chamberlain, et le Lord Chamberlain décide le 3 mai 1619 d'interdire la poursuite de cette entreprise de Thomas Pavir. Ce qui reste de cette entreprise, c'est d'un côté les pièces séparées, puisque nous pouvons les rassembler dans un livre. En fait, Thomas Pavir avait déjà imprimé un certain nombre de pièces dans le format quarto, et les 3 premières qui ouvraient ce recueil, les Henri VI, les 2 premières parties d'Henri VI, et je crois la première et la 3e partie d'Henri VI et Périclès, sont clairement la trace du projet, puisqu'elles ont une continuité dans ce qui se trouve au bas de chacun des cahiers d'un livre du XVIe siècle, enfin pas de chacun des cahiers, mais oui, de chacun des cahiers et de certains des feuillets, et qui était une indication pour le relieur de mettre en bon ordre les cahiers, c'est-à-dire les feuilles qu'il recevait. Et c'est ce qu'on appelle signature. Ça n'a rien à voir avec des signatures des individus. C'est une indication que, si vous avez vu, vous verrez quelques livres que ce soit entre le XVe et le XIXe siècle, se trouvent au bas des cahiers et qui sont en ordre alphabétique, A, B, C, D, de façon à ce que le relieur, devant les feuilles, une fois pliées, sache exactement, sans avoir à lire le texte ou à le comprendre, comment il devait assembler les 10 cahiers. Et ce qui prouve l'unité d'un projet, c'est si, lorsque l'on a des textes différents, par exemple 3 pièces de théâtre, il y a une continuité de ces signatures, A, B, C, D. Cela voulait dire que ces textes étaient pensés dans l'unité d'un livre, et que, indépendamment des textes qui composaient ce livre, on avait un projet qui visait à établir un volume complet. Et donc, pour les 3 premières pièces du projet de Thomas Pavir, on a cette continuité des signatures. Clairement, c'est après avoir l'impression de ces 3 premières pièces qu'apparaît l'interdiction du Lord Chamberlain. Du coup, Thomas Pavir, qui n'avait pas le consent, l'accord de la troupe pour cette entreprise, se trouve avec des pièces qu'il a décidé de publier et continue l'entreprise, mais non plus sous la forme d'un volume continu, en publiant des quartos séparément les uns des autres et pour tirer profit du marché en leur donnant des fausses dates, comme si c'était d'anciens quartos d'avant du début du XVIIe siècle. Ce qui fait que les bibliothèques et les bibliographes sont très attentifs devant ces quartos puisque leurs dates sont fausses. Ils sont antidatés de manière à paraître plus vieux et finalement de pouvoir être vendus sans tomber sous le coup de l'interdiction de 1619 et avec
une référence à leur ancienneté qui pouvait les valoriser. Ce qui est intéressant aussi dans cette entreprise de Thomas Pavur, c'est lorsqu'on prend les pièces qu'il a publiées, c'est de voir que le corpus shakespearien est en 1619 encore extrêmement flou, puisqu'il intègre dans sa série de quartos shakespeariens deux pièces qui ne sont pas entrées dans le canon, Yorkshire Tragedy, qui avait été publié en 1608 qui est publié en 1608 avec le WS sur la page, avait été publié en 1608 sous cette forme-là, et The First Part of Sir John Oldcastle, qui avait été publié dès 1600 par Pavur et attribué en 1619 à Shakespeare. On voit donc qu'il y a là une incertitude sur les limites du corpus qui a été renforcée par ce que je disais la fois dernière, c'est-à-dire le fait qu'à partir du moment où le nom de Shakespeare, comparé à Plaute, à Sénèque, devenait un argument puissant de vente des éditions, indépendamment de ce que Shakespeare a réellement écrit, son nom propre pouvait figurer sur des pages de titre, soit en entier, soit sous la forme de WS, les deux initiales. Et donc ceci, y compris pour Thomas Pavur en 1619, demeure une réalité forte. Et dans le Shakespeare qu'il voulait proposer, que les pièces, au moins de ce premier volume avec 10 pièces, il y en avait au moins 2 qui paraissent très douteuses et en fait n'entrèrent pas dans le canon shakespearien. La cinquième vie est évidemment la plus fondamentale, puisque c'est la réalisation de ce que Thomas Pavur avait anticipé, c'est-à-dire la réunion des textes de Shakespeare dans un même volume. C'est en 1623 la publication du folio, donc le dramaturge relié avec lui-même. Donc, il y a sur ce livre des centaines d'études. Je crois qu'on peut rappeler quelques éléments importants, en particulier pour arriver à notre histoire. Pourquoi Cardenio ne figure pas dans ce folio. Alors, ici, l'entreprise, à l'inverse de celle de Thomas Pavur, est complètement contrôlée dans l'univers de la troupe de théâtre, puisque l'initiative vient de 2 acteurs qui étaient en même temps des propriétaires, comme Shakespeare, de la troupe, c'est-à-dire John Hemmings et Henry Condell, et qui décident, 7 ans après la mort de Shakespeare, 1623-1616, de rassembler dans un seul volume les œuvres de leurs anciens camarades. Et ils convainquent les imprimeurs William et Isaac Jaggard de se lancer dans une entreprise qui était d'une certaine dimension. Ce n'est pas la même chose de publier une pièce quarto et de publier un grand in-folio de plusieurs centaines de pages. Il y a donc un investissement financier considérable et du coup, les Jaggard vont construire un consortium qui va prendre en charge la publication de ce volume, d'abord en s'associant avec 2 libraires qui possédaient déjà des pièces, puisque effectivement certaines pièces, celles qui n'avaient jamais été publiées, étaient restées dans la propriété de la troupe, mais d'autres pièces avaient été cédées et avaient été publiées par de nombreux libraires imprimeurs. Et parmi eux, John Smithwick et William Aspley, qui avaient des droits sur un certain nombre des pièces que Hemmings et Condell voulaient faire entrer dans leur folio. Et il s'associe aussi à un 3e libraire qui n'avait pas de writing copy sur Shakespeare, mais qui est
une figure dominante du monde littéraire et éditorial de l'Angleterre du début du XVIIe siècle, c'est-à-dire Edward Blount, B-L-O-U-N-T. C'est un libraire, sans être imprimeur, un libraire qui s'était spécialisé dans la publication des nouveautés et des traductions. Et antérieurement à l'entreprise du Folio, à laquelle il participe avec Aspley, Smethwick et Jaggard, il avait publié en 1603 la traduction des Essais de Montaigne dans la traduction de John Florio, et il avait publié en 1612 la traduction par Shelton de la première partie de Don Quichotte, et en 1620 de la deuxième partie de Don Quichotte. Voilà une autre rencontre entre nos deux auteurs dans la politique éditoriale de Edward Blount, qui a publié beaucoup d'autres traductions. Et il avait aussi publié la traduction de Charon, de la sagesse, dans la filiation du texte de Montaigne, Acosta, le récit sur la colonisation des Indes. C'est un catalogue impressionnant de nouveautés et de traductions. Et donc, il vient là s'agréger aux trois autres éditeurs, Jaggard, Smethwick et Aspley, pour prendre en charge ce grand projet qui est le Folio de 1623. Alors, deux traits peuvent être soulignés. Premier trait, c'est que le Folio de 1623 rend visible pour la première fois les contours du corpus shakespearien tel que l'imaginent ou le connaissent Hemmings et Condell. 36 pièces et seulement des pièces. Et là, il y a deux questions. La première, on voit la différence avec le précédent folio, qui était le premier, c'est-à-dire celui de 1616 qu'avait voulu Ben Jonson, lui vivant à ce moment-là, et qui avait réuni dans The Works of Benjamin Jonson, un volume in folio, des pièces, mais seulement 9 pièces, et pas toutes ces pièces, mais aussi des masques, des épigrammes, des poèmes. Et on attribue à Jonson, en 1616, de son vivant, cette initiative de publier dans un format noble, majestueux, celui du folio, un genre aussi peu considéré que les pièces de théâtre. Ce que l'on a pu montrer, c'est qu'il n'était pas le premier à avoir publié des pièces de théâtre dans un format folio. Il y a l'exemple de Daniel en 1601, qu'il n'était pas le premier à intégrer des pièces de théâtre dans des works. Il y a un précédent de Gascogne en 1575, mais qu'il est effectivement le premier dramaturge écrivant pour le théâtre public à publier des pièces de théâtre, même si ce n'est pas seulement des pièces de théâtre, dans un format qui était réservé aux classiques de l'Antiquité, au corpus du droit, ou en 1611 au plus grand poète du temps, c'est-à-dire Spenser. Donc il y a bien chez Jonson un geste qui d'ailleurs a été commenté comme tel et critiqué comme tel, d'une certaine arrogance à demander un folio dont vous avez peut-être vu les pages de titre, qui est saturé de références à l'Antiquité, c'est-à-dire aussi la volonté chez Ben Jonson de situer son théâtre dans le genre de la poésie dramatique et non pas dans le genre déprécié de l'écriture pour les représentations. Jonson est sans doute un de ces auteurs chez qui ou pour qui la représentation est peut-être nécessaire, mais elle est corruptrice. Et donc, si la publication existe, c'est aussi pour rendre justice à l'excellence poétique du texte théâtral qui peut être corrompu, déformé, incompris.
lorsqu'il est représenté sur les scènes. Et on pourrait ranger derrière Johnson les dramaturges qui ont cette conscience poétique de l'écriture théâtrale et qui donc du coup privilégient la publication imprimée destinée à un lecteur qui pourra apprécier dans le silence de sa lecture cette excellence poétique aux dépens de la représentation. À l'inverse, on peut penser à tous les dramaturges qui écrivent pour la représentation, comme des scénaristes pour Hollywood ou Bollywood, c'est-à-dire pour alimenter le rythme régulier et dense des représentations de théâtre, et qui finalement n'accordent guère d'importance à la publication imprimée des textes et toute importance au spectacle qui donne à voir et entendre ce qu'ils ont écrit. Je dis cela parce que le cas de Shakespeare a pu être l'objet d'une discussion pour savoir s'il fallait le ranger d'un côté ou de l'autre. La première évidence était de le ranger plus du côté de ces compagnie-men, de ces dramaturges qui écrivent pour la troupe. Et d'ailleurs, Shakespeare n'a écrit que pour sa propre troupe. D'abord nommé Lord Chamberlain et ensuite King's Men. Et donc, on a pu voir dans Shakespeare le plus grand désintérêt pour la publication imprimée de ses pièces, alors que les marques d'une présence d'auteur, elles existent dans ses poèmes. Il a signé les dédicaces à Southampton pour le viol de Lucrèce et pour Vénus et Adonis. La page de titre du sonnet est Shakespeare Sonnet. Et c'est au point débattu aussi, mais peut-être une participation, une présence de Shakespeare dans l'édition des sonnets. Donc il y aurait comme un contraste, et Shakespeare serait arrangé du côté des dramaturges des compagnies et non des poètes dramatiques, jusqu'à une discussion ouverte par une révision proposée par un Shakespearien qui travaille à Genève, Lucas Herne, et qui a écrit un livre qui a pour titre Shakespeare as a Literary Dramatist, considérant que Shakespeare avait aussi cette conscience de poète, et donc du coup qu'il fallait peut-être aussi le rapprocher plus de Ben Jonson que de ceux comme Marston par exemple qui prétendait avoir écrit 220 pièces de théâtre seul ou en collaboration, une sorte de Lope de Vega anglais, le rapprocher de Ben Jonson, et avec un argument qui n'est évidemment pas sans poids, c'est l'argument de la longueur des textes. Certaines des pièces, par exemple le second quarto de Hamlet, sont non représentables, du moins dans les conventions du théâtre anglais, où une pièce doit durer 2 heures. Le 2 hours traffic, dont il est question dans le prologue de Roméo et Juliette. Et donc, il est clair que la plus longue version de Hamlet ne tient pas dans les 2 heures. Et donc, du coup, pourquoi écrire autant ? Soit, évidemment, pour proposer un matériau pour les adaptations de la compagnie ou de ceux qui s'empareront du texte, ou bien parce que le processus de création poétique n'est pas borné par des contraintes qui sont proprement pratiques du théâtre et doit donc avoir sa liberté et donc, du coup, faire poésie ou littérature. C'est là un premier élément qu'on peut accrocher au folio et le rapport entre le folio de Ben Jonson de 1616 et le folio de Shakespeare de 1623. Le deuxième élément, c'est la publication par Hemmings & Condell des pièces, mais seulement des pièces. Ce qui pouvait être paradoxal dans la mesure où c'est un monument pour un auteur singulier. Avant lui, seul Ben Jonson, comme dramaturge, a eu cet honneur. Donc, c'est un monument pour un auteur singulier. Tous les préliminaires, vous pouvez voir, si vous ne l'avez jamais vu, il y a beaucoup d'accès à des reproductions numériques, digitales du folio. Tous les préliminaires portent l'accent sur cette individualisation
le portrait de Shakespeare, le nom sur la page de titre, les poèmes de louange, dont un par Ben Jonson, qui sont pour célébrer l'auteur. Il y a donc un monument individualisé, singularisé pour la figure du dramaturge, et en même temps sont absentes les œuvres qui étaient les plus immédiatement marquées par cette identité, comme je le disais, les deux premiers poèmes avec leurs dédicaces et signatures pour Southampton, les sonnets, et même un cas qui était The Passionate Pilgrim, qui avait été attribué en 1599 sur la page de titre à Shakespeare, alors même que là, il n'était l'auteur que de 4 des poèmes de la totalité du recueil. Mais ceci pour dire que c'est avec le genre poétique que, authentiquement ou en excès, la figure individualisée de Shakespeare et son nom d'auteur étaient le plus étroitement liés, alors que, on l'a vu, beaucoup des pièces avaient été publiées anonymement, et même lorsque, à partir de 1598, le nom apparaît sur un certain nombre d'éditions ou rééditions, néanmoins, d'autres pièces continuent à être imprimées sans son nom, sans nom d'auteur, dans l'anonymat. Il y a donc là une décision, peut-être parce que Hemming & Condell avait la possibilité de cet accès sur les writing copies, en particulier les 18 textes qui n'avaient jamais été publiés auparavant, ou parce que, hommes du théâtre, shareholders, propriétaires de la compagnie, acteurs comme Shakespeare, ils apparaissent dans la liste des acteurs de la compagnie qui est donnée dans les préliminaires du folio, que leur représentation de Shakespeare était Shakespeare le dramaturge. Le troisième trait, c'est le fait qu'il délimite le corpus shakespearien, et on le verra plus tard avec une grande permanence, autour de ces 36 pièces, et dont le principe de publication est le fait qu'elles n'ont pas été écrites en collaboration, qu'elles sont des œuvres de Shakespeare seul, ce qui expliquerait pourquoi n'apparaît pas dans le folio une pièce comme les Two Noble Kinsmen, les deux nobles cousins, écrite en collaboration, on se rappelle, avec Fletcher, publiée plus tard avec les deux noms, mais disponible en 1623. Mais connu par Hemming & Condell comme le résultat d'une collaboration. Et c'est pourquoi on ne trouve pas non plus des œuvres qui ensuite peuvent quelquefois apparaître dans au moins les éditions modernes de Shakespeare, comme Édouard III ou comme Sir Thomas More, qui n'existait qu'en manuscrit, et où Shakespeare était un des 5 dramaturges qui auraient collaboré à l'œuvre. Toutes ces pièces n'entrent pas dans le folio, pas plus que n'entre The History of Cardenio. Et si Hemming & Condell connaissait la pièce, il l'avait peut-être même jouée en 1613, néanmoins, considérant que peut-être comme les deux nobles cousins, considérant ou connaissant le fait que, comme les deux nobles cousins, elle avait été écrite avec Fletcher, ils l'ont écarté. À ce raisonnement, il n'y a qu'une seule exception, qui est le Henri VIII, qui est la dernière des 10 histoires, mais la collaboration pour Henri VIII n'a été établie qu'au XIXe siècle, et peut-être l'ignorait-il, ou voulait-il l'ignorer, parce que cela faisait pour les histoires qui commencent avec le roi Jean et qui se terminent avec Henri VIII en passant par les Richard II, Richard III, Henri IV, Henri V, Henri VI, un ensemble qui faisait à l'intérieur du folio une forme d'histoire d'Angleterre dans un genre dramatique. Mais l'idée était, évidemment, l'idée fondamentale, c'est là, en accord avec la présence de l'auteur dans les préliminaires,
d'effacer le plus possible la pratique collective de l'écriture dramatique et du théâtre au profit de la construction d'un auteur singulier. Le quatrième point sur le folio, c'est ce qu'on trouve à la page de titre. Les pièces ont été, les Comedy, Histories and Tragedies ont été publiées according to the true original copies, les manuscrits originaux authentiques. Et là, évidemment, il s'agit d'une fiction, puisque les textes dont il disposait pouvaient être extrêmement divers. Il y avait des textes qui avaient été publiés déjà sous une forme quarto, mais on a pu noter que le plus souvent, ils ne reprennent jamais, sauf une exception, le texte tel qu'il était dans le quarto, ce qui prouve qu'il disposait aussi des front books, c'est-à-dire des livres de régie, des manuscrits de Shakespeare mis au propre par des copistes professionnels, par exemple Ralph Crane, ou bien même des copies manuscrites qui avaient pu être établies à partir de ces livres de régie, de ces front books, pour circuler auprès de certains des protecteurs ou des amis de la troupe. Il y a donc une très grande distance, puisqu'aucun de ces manuscrits était original, si on entend par là le manuscrit autographe de l'auteur, et aucun n'était véritablement authentique, puisqu'ils étaient toujours à une certaine distance de ce manuscrit original par la médiation des copies ou des éditions in quarto. Mais la revendication des true original copies est à la fois un lieu commun, au sens banal que nous donnons maintenant à cette expression, toute différente du sens sublime du XVIe, XVIIe siècle, mais c'était aussi l'idée de créer pour le lecteur l'illusion qu'en lisant les textes imprimés, il lisait ce que Shakespeare avait écrit. Il y a dans l'adresse de Hemmings and Condell to the great variety of readers, à la grande diversité des lecteurs, la remarque suivante: son esprit et sa main allaient de concert, et ce qu'il pensait, il l'exprimait avec tant d'aisance que nous avons reçu de lui des manuscrits sans rature. Donc, l'idée que we have rarement received from it a blot in his papers. Dans l'idée que le manuscrit authentique est le manuscrit shakespearien, de la main de Shakespeare, et qu'il n'y a pas de distance entre cette main, le manuscrit, et l'édition imprimée. Il s'agissait de soustraire les textes shakespeariens tels qu'ils les publiaient aux déformations que leur avaient fait subir les éditeurs préalables, en particulier dans les formats quarto, puisque, disait-il, jusqu'à maintenant, les œuvres, la moitié, celles qui avaient été publiées, avaient circulé à partir de divers textes dérobés et piratés, mutilés et déformés par des actions frauduleuses et sournoises d'imposteurs qui les ont fait paraître. C'est donc l'idée qu'il fallait donner les textes dans leur authenticité en les soustrayant à ces éditions frauduleuses. On a discuté quelle était l'allusion que faisait là Hemmings and Condell. Est-ce que c'était aux pièces de Thomas Pavier? Est-ce que c'était aux quartos que l'on considère comme des bad quartos, c'est-à-dire en particulier ceux qui étaient le résultat d'une reconstruction mémorielle, ou est-ce que c'était finalement les quartos en général, ce qui expliquerait pourquoi, même lorsque la pièce avait été imprimée, même lorsqu'on pouvait suspecter qu'elle n'était pas d'une origine aussi incertaine qu'une reconstruction de mémoire, ils l'ont donné dans un texte qui n'était pas exactement le texte du quarto, comme s'ils pouvaient comparer ce quarto avec les documents qu'avait gardés la troupe. Il s'agit donc pour eux de restituer les textes, les pièces de Shakespeare, dans leur totalité, absolue dans leur nombre, comme il est dit, comme il les a conçus, et dans leur authenticité, c'est-à-dire restaurée avec des membres sains. Dans ce geste éditorial, il y a une tension qui est très forte entre cette revendication d'un texte idéal, d'un texte qui correspond à ce que l'esprit et la main
de Shakespeare, his mind and his hand, avec tracé sur le papier, et donc cette pureté originale transmise par l'édition, et d'autre part, évidemment, les variations multiples qui sont introduites par l'édition. Ces variations, on peut les voir avec 3 échelles. La première échelle, c'est la composition même du folio, puisque pour une raison qui était sans doute le fait qu'il n'avait pas pu obtenir de son éditeur les droits sur une pièce qui est Troilus and Cressida, ils ont commencé la publication des pièces sans cette pièce-là, et donc vous avez des exemplaires du folio où il n'y a que 35 pièces. Vous avez des exemplaires où, une fois acquis les droits de Troilus et Cressida, ils l'ont imprimé séparément, avec une pagination séparée de la totalité du folio, mais insérée dans le folio. Et il y a même une subtilité supplémentaire, puisque certaines de ces publications de la pièce Troilus and Cressida sont accompagnées du prologue de cette pièce, alors que d'autres ne le possèdent pas. Donc on aurait au moins trois familles de folios, sans Troilus et Cressida, avec la pièce et son prologue. On voit donc la composition même du folio est l'objet d'une variation liée à cette négociation économique pour obtenir les droits sur cette pièce. Les deuxièmes modes de variation renvoient eux, les deuxièmes ensembles de variations renvoient à la technique typographique du XVIe et XVIIe siècle, puisque l'on peut évidemment modifier le texte que l'on doit imprimer en cours d'impression, ce que l'on appelle en anglais stop press correction. C'est-à-dire vous imprimez à partir d'une forme dans laquelle des pages ont été composées, vous apportez cette forme avec ces pages composées à la presse et les pressiers commencent à imprimer des feuilles. Si, pour une raison ou pour une autre, une erreur ou une révision une erreur doit être corrigée, une révision doit être introduite dans le texte, rien n'interdit de demander aux pressiers d'arrêter leur travail, de corriger les pages composées dans la forme et de reprendre le tirage. Mais ce qui fait que le texte des feuilles qui vont être imprimées après ces corrections et les feuilles qui ont été imprimées avant portent des textes qui peuvent être différents, légèrement ou fortement différents. Mais la conséquence est qu'aucun imprimeur et aucun libraire éditeur qui paye l'impression n'aura la tentation de détruire les feuilles qui ont été imprimées avant la correction. Ce qui fait qu'on les conserve et qu'une partie seulement du tirage va porter le nouveau texte. Ce qui explique pourquoi on trouve dans les éditions anciennes des variations entre les exemplaires d'une même édition, ce qui serait tout à fait aberrant de penser cela pour l'édition du XIXe ou du XXe siècle. Tous les exemplaires de ce livre de poche sont identiques les uns aux autres. Ce n'est pas le cas des éditions du XVIe, XVIIe siècle. Ce qui a plusieurs conséquences. Une première conséquence, c'est qu'une édition moderne d'un texte des XVIe, XVIIe siècles suppose la collation de différents exemplaires de l'édition ancienne, et pas simplement d'un exemplaire, celui de la Bibliothèque nationale, par exemple, qui servirait de copie pour l'édition moderne. Donc, repérer des variations qui peuvent être plus ou moins grandes, mais introduites par cette possibilité, on appelle ça en français des corrections sous tirage, les stop press corrections. Et ça qui explique aussi, pour une partie, la folie de collectionneur de M. Folger, puisqu'à la Folger Library, il avait le dessein à Washington de rassembler tous les exemplaires, du moins ceux qui étaient en possibilité de son acquisition, du premier folio. Alors, c'est évidemment une hubris, une démesure de collectionneur, mais c'est aussi, lorsqu'on pense à une raison savante ou scientifique, la possibilité de réunir dans le même lieu, pour les comparer, les différents exemplaires de cette même édition, et donc, du coup, de pouvoir établir les variantes. Troisième raison des variations, ce qui est évidemment lié aussi
au travail typographique, c'est le fait que les compositeurs, c'est-à-dire les ouvriers typographes qui composent les pages qui sont mises ensemble dans les formes pour être imprimées d'un côté et d'un autre de la feuille, avaient une marge d'interprétation assez grande, au moins pour ce qui concernait les graphies, l'orthographe, la ponctuation. Et donc, du coup, on peut repérer par la récurrence des mêmes préférences à l'intérieur des cahiers d'une même édition la différence des compositeurs qui ont composé ces différents cahiers ou ces différentes formes. C'est-à-dire la forme, c'est ce qu'on imprime du côté d'une feuille. Et on a pu repérer jusqu'à 5, peut-être plus, le nombre de compositeurs qui ont été mobilisés pour la composition des pages devenues des formes du premier folio. Et on voit que c'est-à-dire en fait, si on suit le raisonnement, si un folio n'est qu'une feuille pliée 2 fois, donc vous avez là 4 pages, et dans une forme, vous mettez la page 2 et 3 ou la page 1 et 4. La complication, c'est que pour un folio, le reliure n'est pas facile si vous avez seulement un cahier de ce type. Ce qui fait que pour le folio de Shakespeare, ce qui fait les cahiers, c'est 3 feuilles d'imprimerie qui forment le cahier. Parce qu'à ce moment-là, la reliure est plus facile pour un cahier qui est formé de 3 fois ce que je montre ici. Mais du coup, on a d'une part cette idée de la variation du texte dans sa matérialité, c'est-à-dire ponctuation, graphie, orthographe, tout particulièrement pour une langue flexible, comme l'anglais du XVIe ou XVIIe siècle, où il y a une très grande tolérance sur des diversités de spelling, de manière d'écrire les mots. To do peut avoir DO ou DOE. Les variations sont extrêmement possibles et relativement fortes. Et donc, on peut repérer ces variations qui n'ont rien à voir avec ce que Shakespeare a écrit, mais qui ont à voir avec les préférences des compositeurs, des ouvriers typographes dans l'atelier. La conclusion, je vais m'arrêter là, puis on fera une petite pause, c'est qu'il y a le folio de 1623 n'a pas intégré The History of Cardenio. Et ici, la raison pouvait être que la pièce était suspectée comme ayant été écrite en collaboration, et ce qui fait qu'elle n'entre pas en 1623. Il y a eu 3 rééditions du folio, en 1632, 1663-64 et 1685. Le corpus shakespearien s'est augmenté avec le 3e folio, c'est-à-dire qu'aux 36 pièces de 1623 ont été ajoutées 7 pièces qui n'avaient pas été insérées dans la réédition de 1632, qui est à l'identique de 1623 pour ce qui est du contenu des textes donnés à lire. Toutes ces pièces qui sont entrées en 1664 dans le 3e folio sont des pièces qui avaient été publiées en format quarto, soit avec le nom de William Shakespeare, The London Prodigal, A Yorkshire Tragedy, Pericles, Sir John Oldcastle. Et on voit ici le Yorkshire Tragedy et Sir John Oldcastle qui entraient dans le corpus de Thomas Pavier. Ces pièces-là ont été publiées entre 1605 pour le London Prodigal,
1608, Yorkshire Tragedy, 1609, Périclès, et Sir John Oldcastle en 1600. Et 3 autres avaient été publiés avec les initiales WS, The Tragedy of Locrine, 1595, The Life and Death of Thomas Lord Cromwell, 1602, et The Puritan Widow en 1607. On voit que ces pièces qui vont faire partie du corpus shakespearien en 1664 et maintenues en 1685, ensuite vont refluer dans des volumes séparés ou même disparaître du corpus shakespearien au cours du XVIIIe siècle. La question terminale, c'est pourquoi Cardenio n'entre pas dans le 3e folio, sans doute non seulement parce que restait cette idée de pièces écrites en collaboration, mais aussi parce que l'éditeur de 1664 n'a intégré que des pièces dont il avait un quarto imprimé. Et il n'y a pas d'intégration dans ce corpus de textes non publiés auparavant de Shakespeare. Donc Cardenio ne pouvait pas bénéficier de cette extension du corpus shakespearien, dont la trace aujourd'hui n'est que la présence de Périclès, qui d'ailleurs était une des pièces les plus souvent éditées avant 1623, dans les œuvres complètes de Shakespeare. Mais Cardenio n'étant pas dans cette forme, n'ayant jamais été imprimé auparavant, n'entrait pas dans cette possibilité d'extension du corpus canonique. Donc, on peut prendre 5 minutes pour aller jusqu'à 11h20 et je terminerai avec les 2 dernières vies du texte shakespearien, ce cours d'aujourd'hui.